Voilà, je reviens. Je reviens. Bonjour, bonjour, bonjour. Je voudrais m'assurer qu'il y a des gens en ligne. Voilà, reforme encore en ligne, ouais. Il y a des gens qui ont signalé massivement mon live, massivement, au point où Facebook a carrément coupé, quoi. Franchement, je redis et je redis encore. S'il y a des gens qui n'ont rien à faire un jour comme aujourd'hui, prenez un verre, je dis, sortez, allez faire autre chose. Laissez-nous. Rebonsoir François Dewin Diono, ma chère combattante Amazon. Laissez-nous faire du brainstorm. Cessez de signaler un live. Je dis, un live, ça ne vous gêne pas? Ça vous gêne à quoi? Hein, laissez-nous. Je dis, on ne vous gêne pas, non? Voilà, on ne vous gêne pas du tout. Donc, comme je disais, ça va être chaud. Mettez les cœurs, sinon on ne va jamais y arriver, quoi. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi ils nous coupent le live. Donc, comme je disais, c'est un projet qui crée de la valeur. C'est un projet qui crée de la valeur pour les populations autochtones. C'est un projet qui crée de la valeur pour les populations, la communauté Sawa. C'est un projet qui crée la valeur pour la communauté Sawa dans le sens où la communauté Sawa a besoin de capitaliser ses avantages comparatifs et compétitifs. Je veux dire que, disons ça en français très simple, la communauté Sawa a besoin de pouvoir s'appuyer sur ce qu'elle a que les autres régions ou les autres endroits n'ont pas pour pouvoir créer quelque chose qui soit économiquement viable et qui rapporte de l'argent et qui lui permette d'avoir aussi une influence dans le monde des affaires, de faire les affaires, comme on dit, de payer des impôts, de donner de l'emploi à leurs enfants, de faire dans le social, etc., etc. Elle a besoin de ça. Elle a ses avantages compétitifs. Ce n'est pas quelqu'un de parti loin en Arabie Saoudite pour venir installer exploiter leurs avantages compétitifs. Donc, ils ont besoin qu'on construise un modèle économique qui leur permette de, comme on dit en anglais, de take advantage. Ça veut dire que de s'appuyer sur ces avantages, ce que la terre, ce que la nature leur a donné à leurs ancêtres, à leurs grands-pères, ce que la nature leur a donné, ils ont besoin de s'appuyer dessus pour qu'eux aussi, ils puissent se lancer dans les affaires, créer des entreprises, créer de la valeur, générer des ressources fiscales, des recettes fiscales, être aussi des gens dans le pays de façon, voilà, si je puis dire ça comme ça, en français très facile. Voilà. Donc, le but du projet, c'est ça, c'est de créer du leverage. Voilà, c'est de créer du leverage. C'est de permettre à une communauté de reconquérir l'espace au plan social, au plan politique, au plan économique. Voilà, de se réaffirmer dans un environnement qui était le leur, sans bousculer les autres qui sont venus d'ailleurs, sans bagarrer avec les autres qui sont venus d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai parlé d'un modèle inclusif. Inclus. Ça veut dire que c'est un modèle qui inclut tout le monde. C'est un modèle qui inclut ceux qui étaient là avant, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui arriveront, etc., etc., etc. Qui permet que les gens puissent travailler en commun. Donc, à partir de là, une fois que j'ai dit ça, je présente à peu près le projet. Le projet consiste à quoi? Le projet consiste, bon, quelqu'un m'a dit que ce n'est pas possible. Je lui dis d'abord que c'est possible. Je pense que j'avais posté déjà les vidéos de projet Atlantic Echo qui s'est fait au Nigeria. J'ai cherché le projet de George Weah au Libéria. Je n'ai pas retrouvé. Je pensais que c'était sur Executive Mansion. Apparemment, ce n'est pas sur Executive Mansion. Et le conseiller de communication de Weah qui tenait la page YouTube Executive Mansion a été viré. Donc, du coup, je ne sais pas où les vidéos là sont passées. Elles ne sont plus là. Mais Weah aussi a déjà démarré un projet similaire au Libéria. Alors, ne me dites pas que si le Libéria peut faire ça, si le Nigeria peut faire ça, nous, les Camerounais, ne pouvons pas faire ça. Ça n'a pas de sens. Nous pouvons le faire. C'est un projet qui est d'abord viable parce que c'est un projet qui est viable parce que c'est un projet. Franchement, les gens qui signalent mon live là, vraiment, priez que je ne vous retrouve pas, je ne sais pas, par quelque moyen que ce soit. Franchement, c'est la méchanceté, ça. Hein, allez faire autre chose, laissez-nous travailler.
Donc, le projet est viable d'abord à cause de la situation géographique. Le projet se situe dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, le Cameroun est au centre du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée part du Sénégal, passe par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, arrive au Nigeria, prend le Cameroun, descend à la Guinée équatoriale, prend le Nigeria, prend le Cameroun, descend à la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, va jusqu'à l'Angola. Ça c'est le golfe de Guinée. Et quand vous regardez bien, vous vous rendez compte que le projet Sawa Beach se situe au cœur du golfe de Guinée. Donc, quand vous regardez que la CEDEAO fait 1 million d'habitants et que la RD Congo fait 100 millions d'habitants, l'Angola, 40 millions d'habitants, 140 millions, et la CEMAC, à peu près 60 millions, vous voyez que c'est un projet qui se situe dans un endroit où on a presque 1 milliard d'habitants sur les 3 milliards que compte le continent africain dans quelques années. Donc, presque 1 milliard d'habitants. Donc, c'est un projet qui est viable parce que c'est un projet qui va permettre d'attirer dans la target ou le potentiel, c'est les 1 milliard d'habitants. Ensuite, c'est la diaspora liée à ces pays-là qui se situe dans le golfe de Guinée. Donc, c'est un projet viable. Et l'avantage compétitif comparatif qu'ont les Sawa, c'est qu'ils sont les îles de Manoka, de Souelaba, de tout ce que vous voulez, sont des îles qui sont situées dans les eaux territoriales du Cameroun, certes, mais sont des îles qui sont liées à leur patrimoine, si je peux dire, foncier. Voilà. Donc, le projet est soumis à l'attention des politiques. Pourquoi? Parce que pour qu'un projet comme ça démarre, il faut qu'il y ait des décisions qui émanent de l'autorité politique qui soient prises. Voilà. C'est pour ça que nous, on travaille sur un tel projet et qu'on le présente à notre président Maurice Kamto pour lui dire que voilà, président, voici un projet sur l'île de Manoka, sur l'île de Souelaba, sur l'île de ceci ou de cela. Si on érige ça, voilà ce que ça peut apporter au pays en termes d'emploi. Déjà, nous partons favoris parce que nous avons presque 1 milliard de personnes dans le golfe de Guinée vivant là, sans compter leur diaspora. Ça fait que c'est un marché potentiel énorme. C'est un marché, c'est un business potentiellement porteur de valeur tant pour les actionnaires, que pour les communautés locales, que pour l'État du Cameroun, que pour les travailleurs, que pour les investisseurs, etc., etc., etc. Que pour les entreprises ou les entrepreneurs camerounais. Donc, c'est un projet qui n'aura pas de la peine à trouver preneur. C'est un projet qui permet aux populations sawa désormais de capitaliser sur la réserve foncière de leurs ancêtres. Quand on sait qu'elles ont été spoliées par les Allemands au temps de Douala Mangabel, qu'elles ont vu leur chef pendu. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Elles ont vu leur chef pendu. Elles ont vu le roi de Bonapriso qui a été attaqué, bombardé par les Allemands. Tout ça parce qu'on voulait leur terre. Donc, il est temps que sur cette terre-là où elles ont perdu beaucoup de personnes, le sang de beaucoup de leurs aïeux, qu'on mette en place un projet qui va leur permettre de regagner de la souveraineté, qui va leur permettre de regagner de l'autonomie financière et économique. Voilà. Donc, voilà les grands principes du projet. Donc, je présente un peu ici, là, j'ai posté ça sur ma page, mais vous pouvez le voir ici, là. Vous pouvez le voir ici, j'ai posté ça sur ma page. Vous pouvez voir à peu près les activités qu'on peut développer sur ces îles-là. Évidemment, les gens du bâtiment et du travaux publics vous diront que c'est des îles et que la superficie est extensible, quoi. Il suffit, ça les gens du bâtiment savent le faire. Il suffit de rembler, de trouver les moyens d'agrandir la superficie et de l'espace, donc pour que le projet puisse avoir lieu. Donc, vous avez ici, vous avez ici là, j'ai dit l'hôtellerie 4 et 5 étoiles, hein, un peu comme à Dubaï, c'est-à-dire que c'est des projets où d'abord l'un des facteurs c'est l'hospitality business, c'est-à-dire que hôtellerie, restauration, casino. Donc vous avez la hôtellerie, vous avez quelque part la restauration, voilà, vous avez quelque part la casino, salle de jeu, un gamble comme on dit. Ici aux États-Unis, vous n'avez qu'à regarder une zone comme Las Vegas, tout un État, le business model de Las Vegas c'est l'hôtellerie, restauration, casino. 4 à 5 étoiles. C'est possible sur cette île-là.
Donc, l'hôtellerie, restauration, casino, donc, c'est destiné à accueillir, à héberger les gens. Donc, ça brasse énormément d'argent en termes de vente des chambres, vente de la nourriture, l'alimentation, le jeu, les gambles, les distractions, les parcs d'attraction. Voilà. Donc, il y a aussi les parcs d'attraction. Ensuite, dans le projet, ici, l'appel hôtellerie, vous avez la navigation de plaisance et les croisières. Voilà. Navigation de plaisance, ça veut dire que comme c'est sur une île, si tu es en plein mer, si tu es en plein dans les... On va y arriver. Continuez à signaler, mais on va y arriver. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Comme c'est une île située en pleine, dans les eaux territoriales camerounais, il y a la place pour faire la navigation, pour faire louer les bateaux de plaisance. Je pense que j'ai assez posté sur mon mur de mon compte Élysée Yonta des vidéos où vous pouvez voir comment le port de Chicago, sur le lac Michigan, est un port où les gens amarrent beaucoup de navires, quoi. Et quand je dis la plaisance, quand je dis les croisières, ça veut dire que vous pouvez monter sur un bateau et partir de Douala, aller jusqu'à Angola en visitant les bordures, etc. Prendre du bon vent, la musique, et revenir sur l'île, sur là-bas au Manoka. Mais aussi de plaisance parce que vous pouvez louer des bateaux. Je vous rappelle que la RDC aujourd'hui a déjà commencé ça. La RDC construit elle-même les bateaux pour faire les croisières sur le fleuve Zaïre. Et la RDC maintenant fabrique déjà les navires pour les louer, les navires de plaisance pour les louer. Donc, nous aussi, ça peut développer non seulement la location, etc., mais même la fabrication des croisières et des navires. Ce que les ingénieurs congolais de la RDC savent faire, les ingénieurs camerounais savent le faire. Il suffit que l'État crée l'opportunité pour qu'ils le fassent. Donc, là aussi, c'est là. Ensuite, j'ai parlé de salles de jeu, etc. J'ai parlé du tourisme, des festivals culturels. Dans un projet comme ça, là, on développe le tourisme, festival culturel, festival du cinéma, festival de l'écriture, festival de la mode, etc., etc., etc. Donc, notre pays attire les organisateurs internationaux d'événementiels dans le domaine de la mode, dans le domaine de la culture, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la musique, etc., de divers arts, les arts plastiques, etc. Et ils viennent chez nous organiser des événementiels. Donc, ça attire du monde. Ça s'appelle le tourisme d'affaires. Les grandes conventions internationales. Voilà. Il y a ici la restauration. Non, j'ai dit la restauration. Donc, je passe la restauration. Ouais. Voilà. Il y a la promotion immobilière ici. Donc, vous pouvez voir la promotion immobilière. La promotion immobilière est centre de conférence. Voilà. La promotion immobilière, ça veut dire que sur un projet comme ça, les îles là, c'est des îles extensibles. Ça veut dire qu'on peut continuer à les étendre, à étendre la superficie, à construire soit des logements au standing, à construire soit des centres commerciaux, c'est ce qu'on appelle commercial real estate, à construire soit des logements au standing, à construire soit des édifices, voilà, privés, mais avec un usage public. Par exemple, un musée de la marine, un musée aquatique, un centre d'exposition, etc., etc., etc. Donc, il y a la place pour faire beaucoup de choses. Donc, il y a les salons professionnels, tourisme d'affaires. Il y a la finance offshore. C'est très important. Tout pays au monde a un centre financier offshore. Les États-Unis ont le Delaware, l'Allemagne a le Liechtenstein, la France a Monaco, la Chine a Shanghai ou à Hong Kong, etc., etc., etc. Tout pays a un centre financier offshore. Parce que la finance offshore, nous avons un problème. Nous ne pourrons pas attirer des grandes banques chez nous parce qu'il y a un problème de compétitivité. Certaines opérations bancaires ou financières dans le monde sont domiciliées. Je le dis encore. Si vous ne mettez pas les cœurs, on va souffrir comme on souffre là. Moi, je parle, vous mettez les cœurs. Si nous ne domicilions pas si nous ne domicilions pas nos opérations financières nous n'avons pas de centres financiers offshore, certains types d'activités gérées par les banques ne pourront pas venir chez nous. Parce que les banques vous diront qu'elles ne voient pas pourquoi elles vont laisser un endroit où elles sont taxées à 3% pour venir s'installer chez nous où on les taxera à 30%.
10 fois plus cher. Donc, pour que nous puissions faire jeu égal, nous devons avoir un centre financier offshore. Et sur une île comme ça, on peut créer un centre financier offshore. Voilà. Il y a également le duty free. Duty free, ça veut dire la vente des produits de luxe qui sont surtaxés, hein, les sacs Vuitton, les parfums, les trucs Chanel, etc., les cosmétiques haut de gamme, la maroquinerie, les alcools haut de gamme, mais duty free, tax free chez nous. Mais bon, taxe, mais pas tellement taxé comme c'est dans les autres pays où c'est 100%. Nous pouvons avoir un taux réduit qui est peut-être de 20%. Mais l'avantage, c'est que ça fait rentrer de l'argent. Voilà. Parce que la clientèle devient une clientèle internationale et qui vient acheter en devises. Nous pourrons avoir les transactions comme le change de devises, hein, sur une île comme ça. Là. Mais également, il y a le négoce et la vente en gros. Je ne sais pas ceux qui connaissent un peu le business model de Dubaï. Hein, le business model de Dubaï. Le business model de Dubaï. Bon, ça, je regarde ça là hein, pour que les gens puissent regarder. Le business model de Dubaï, mais c'est sur mon mur. Hein, vous pouvez le regarder sur mon mur. Le business model de Dubaï, c'est un business model où les grosses sociétés de négoce installées à Dubaï vont en Chine acheter des produits. Voilà. Je mets ça là comme ça. Les grosses sociétés de négoce internationales vont en Chine acheter des produits à un tarif qui est, voilà, elles achètent en grande quantité, comme on dit, economic of scale. Et Dubaï a mis en place des centres logistiques, supply chain, qui permet d'avoir des coûts vraiment très bas, de faire des stockages de très grande quantité. Comme j'avais expliqué la dernière fois sur les hubs logistiques, les grosses compagnies chinoises envoient des marchandises en bateau de très grande quantité. C'est stocké dans des hubs logistiques à Dubaï et les personnes partent en Afrique pour venir acheter en demi-gros, en gros, etc. Ça se fait à Dubaï, ça nous pouvons le faire et c'est l'endroit le mieux indiqué, c'est sur une île comme l'île de Soué là-bas parce qu'elle va bénéficier d'une fiscalité particulière. À partir de ce moment, vous comprenez qu'avec un ensemble d'activités économiques comme cela, et la liste n'est pas close, c'est pour ça que j'ai mis les flèches là, pour que vous voyez bien que la liste n'est pas close, il y a encore d'autres activités. Là, il y a encore d'autres activités là. Voilà. La nomenclature, mettez les cœurs s'il vous plaît, la nomenclature des activités que j'ai recensées fait que nous sommes près de 80 activités que nous pouvons installer dans une zone comme la zone où on envisage le projet Sawa Beach. Romain Rapido dit, voilà les projets que Biablo, hélas. Carlos Baudouin dit, c'est pas bien, tu lances ça, me dit. En tout cas, je cours à la maison me connecter. Et là, le live sera en replay sur mon mur et il sera en replay aussi sur JMTV+. Donc, tu pourras le regarder sur sa page YouTube. Bon. Maintenant, une fois qu'on lance un projet comme ça, maintenant, je m'arrête là hein, parce qu'après, c'est une décision qui appartient aux politiques. Parce que le politique dans un projet comme ça doit être celui qui finance les bureaux d'études pour étudier la faisabilité du projet. Les communautés Sawa n'auront pas d'argent pour financer. Il faut que c'est le politique, l'État, la puissance publique. Si on dit l'étude de faisabilité du projet, c'est 2 milliards, c'est l'État qui met les 2 milliards sur la table. Les bureaux d'études viennent, vont sur le terrain, financent en disant, voilà, la superficie de Soué là-bas, la superficie de Manoka doit être étendue par 4. Pour les remblais, ça va nous coûter tant. Pour etc., ça va nous coûter tant. Pour telle formalité, ça va nous coûter tant. Pour monter, ça va nous coûter, etc., etc. Ils chiffrent tout le projet. Les architectes, les urbanistes dessinent, ils chiffrent les matériaux, bref, ils chiffrent le coût du projet, le coût de l'énergie, etc., etc., etc. Et bon, je ne vais pas donner le nom des entreprises ici, mais on connaît les entreprises qui savent produire de l'énergie pour des territoires situés en pleine mer, avec des technologies bien particulières. Produire et stocker de l'énergie. Et à faible coût d'ailleurs, comparé à ce que nous pourrons produire sur le sol, la terre ferme. Donc, une fois que c'est à l'État de prendre certaines décisions, donc moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est pour ça que vous comprenez que c'est un projet qu'on conçoit et qu'on porte à l'attention du dirigeant politique, hein, de leader de notre pays, futur leader de notre pays, le président Maurice Kamto. Et lui, quand il a connaissance du projet, il se rend compte de qu'est-ce qu'il y a à faire. Ensuite,
j'en viens maintenant là. C'est-à-dire qu'une fois que le projet sort de terre, voilà, je viens maintenant sur les intérêts de la communauté. Ça va déjà, comment on monte un projet pareil? Pour que les gens comprennent que c'est un projet qui doit intéresser la collectivité Sawa, qui doit les permettre aussi de reconquérir une certaine assise financière et économique sur la terre de leurs ancêtres. Vous n'avez qu'à voir la répartition du capital dans les actionnaires. Je ne sais pas si on voit ça bien là. Voilà. État du Cameroun, 10%. Communauté Sawa, 30%. Privé camerounais, 10%. Bailleurs de fonds internationaux, 20%. Investisseurs privés internationaux, 30%. Donc, voilà, ça vous donne une idée. Si le capital social, c'est 50 milliards, c'est l'État qui paye les 40%, ça veut dire 20 milliards, qui est la part de l'État, 5 milliards, et la part des communautés allogènes autochtones douala. C'est ça que je dis qu'il y a certaines mesures politiques qui doivent être prises. Je préfère, moi, au lieu qu'on nomme un Sawa ministre, je dis encore, mes frères, mettez les cœurs, vraiment, on est dans la galère là. Oh, purée. On est dans la galère. Si vous ne mettez pas les cœurs, les gens n'arrêtent pas de signaler. Je ne sais même pas pourquoi ils signalent, franchement. Le jour, le Camerounais comprend donc que quand on peut relever le Cameroun, on va avancer. Avec bien, on ne peut rien attendre. Le Cameroun, c'est le pays des maquettes. Non, Willy Schengen, le Cameroun, ce n'est pas le pays des maquettes. Pour certains, mais pas pour nous. Donc, comme je dis, quand je dis que je préfère, au lieu qu'on nomme un ministre Sawa, je préfère que l'État mette 15 milliards pour payer la part des Sawa dans le capital social ici, sous forme d'une dotation. Ici, c'est 30% et ici, c'est 5% pour l'État, 10% pour l'État. Quand on additionne les deux, ça fait 40%. Si le capital social de l'entreprise est de 50 milliards de francs, l'État là-dedans dépose 20 milliards de francs et paye sa part et la part des communautés Sawa, qui met la part des Camerounais à 50%. Ensuite, ici, dans un projet comme ça, vous avez des privés camerounais. Privés camerounais, ce n'est pas forcément des personnes physiques. Privés camerounais, c'est par exemple des fonds comme les SA Assurance, Activa Assurance, la Citoyenne Assurance, je ne sais pas si ça existe encore, etc. Ces grosses compagnies d'assurance qui ont des dépôts et mettent l'argent dans un projet comme ça. Des entrepreneurs camerounais, des industriels peuvent entrer dans le capital d'un projet comme celui-là. Donc, il y aura certainement une part réservée aux entrepreneurs camerounais. Et la part des communautés Sawa, c'est important. Les communautés Sawa ne vont pas forcément payer tous les 30% en cash. On va valoriser, ça peut être un bail amphithéotique qu'on donne à la société qui va s'appeler peut-être Sawa Beach Incorporated. Cette société-là, l'État peut lui donner un bail amphithéotique de 99 ans, renouvelable. Et sur le bail amphithéotique, donc, il y a forcément des montants qu'il faut reverser à la communauté Sawa. Ce montant peut être converti en numéraire et versé au capital social. Ça peut peut-être représenter 5%. Et la communauté Sawa va payer seulement 25%. Voilà, c'est comme ça que le projet est monté. Ensuite, vous avez les privés camerounais, comme j'ai dit. Vous avez les bailleurs de fonds internationaux. Ce qu'on appelle les private equity. La DEG allemande, le FMO hollandais, l'agent français de développement à travers sa filiale, la Proparco, la Banque mondiale à travers sa filiale, la SFI. Ce sont des bailleurs de fonds publics internationaux. Généralement, c'est eux qui entrent dans ce genre de trucs parce qu'ils sont intéressés par une rentabilité à long terme. Ils ne sont pas intéressés par une rentabilité à court terme, comme ne serait par exemple un fonds d'investissement spéculatif. Donc, ce sont les bailleurs de fonds qui entrent dans le projet à 20%. Si le capital social, c'est 5 milliards, c'est 50 milliards, ils prennent 20%, ça fait 10 milliards. Or, à ma connaissance, entre Exim Bank, DEG, Proparco, SFI, machin, tout ça, c'est facile pour nous de trouver 5, même 10 qui mettront chacun 1 milliard de francs pour entrer dans le capital social. Donc, ce n'est pas compliqué. Voilà. Enfin, ici, vous avez les investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers, je ne vais pas donner leur identité, mais sur des places comme Chicago, New York et d'autres endroits,
je peux vous rassurer, il y a énormément d'investisseurs pour entrer dans le capital d'une telle affaire et prendre 30%. Prenez par exemple Al-Walid bin Talal qui est en Arabie Saoudite. Ça, c'est son travail ici. Vous l'appelez là, s'il regarde le projet et que le projet est viable, c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Il entre dans le capital. Il y en a d'autres. Voilà. Ils entrent dans le capital et prennent des participations. Vous comprenez donc que la société Sawa Beach Incorporated peut être constituée par un mélange d'actionnaires de l'État, les privés, les bailleurs de fonds internationaux, les privés camerounais, les privés étrangers et les autochtones Sawa qui peuvent avoir entré dans le capital de deux manières. Par l'apport de leur terre et deuxièmement, donc un apport en nature et deuxièmement, un apport en numéraire pour être là. Voilà. Ensuite, donc, le tableau ci est sur mon mur, hein, donc de toute façon, vous pouvez le consulter. Ensuite, une fois que vous avez fait ça là, la société, si créée, démarre. Donc, elle démarre et elle peut créer plusieurs autres filiales qui vont exploiter les différentes activités qu'il y a sur le site. Ici, les activités d'hôtellerie, par exemple, hôtellerie-restauration. Ils peuvent créer une filiale qui s'associe avec les grandes chaînes internationales pour construire les hôtels de 4, de 5 étoiles. 5 étoiles comme les Four Seasons, 4 étoiles comme les Hilton, Marriott, etc., etc., etc. Ici. Ensuite, vous avez ici le projet, les croisières, par exemple. Les croisières, le transport, la location des bateaux de plaisance, tout ça, ils peuvent créer une autre filiale qui ne fait que ça. Ensuite, ici, là, l'événementiel, les grands salons internationaux, les grands concerts de musique, les grands événements, l'organisation de la convention internationale d'une grande marque, Toyota, etc., etc. Ça, ils peuvent avoir une autre entreprise qui ne fait que ça. Ici, maintenant, c'est le commerce à real estate. Ça veut dire que si nous devons sur une île comme ça construire comment on dit ça, des centres commerciaux pour le shopping, qu'on appelle en anglais les shopping malls, des bâtiments pour abriter les banques, les autres activités financières. Ça s'appelle le commercial real estate. C'est ici. C'est c'est aussi une entité autonome. Et ici, maintenant, il y a le personnel real estate. Ça veut dire que les bâtiments d'habitation haut standing ou très haut standing, où les gens peuvent habiter, acheter une résidence et habiter. Ça peut être une résidence de vacances. Généralement, il y a une clientèle spécialisée pour ça. Et ici, maintenant, la finance offshore. Voilà. Ça peut être une entreprise qui se met en partenariat avec les grandes banques internationales pour faire de la finance offshore dans le coin. Donc, vous voyez donc que quand ça arrive comme ça, là, il y a un découpage horizontal. Ici, vous avez différentes filiales. Ça, j'ai mis une petite liste, mais je vous dis, il y a au moins 80 secteurs d'activité. On peut multiplier des activités ici à l'infini. Je redescends plus bas. Vous avez, ça continue d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis la même entreprise à continuer ici plus bas. Vous avez le shopping. Vous avez une entité dans le duty free. Vous avez une entité dans les casinos et les salles de jeu. Vous avez une entité dans l'exploitation d'un centre de conférence. Ici, vous avez une entité dans le duty free, le shopping de luxe. Donc, vous pouvez voir vous-même, le tableau est sur mon mur, mais je le mets là pour que vous puissiez le voir. Pour que les gens voient très bien. Voilà. Voilà. Donc, que les gens voient bien de quoi on parle. Voilà. Et puis, je descends comme ça. Les gens peuvent bien voir de quoi on parle. Bien s'assurer. Voilà. Ici, le capital social d'une entreprise comme cela. Donc, voilà. Donc, ça vous permet de voir le potentiel que regorge une telle activité. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Hein. Il ne faut pas qu'on dit que je suis en Amérique. Je n'ai jamais trouvé un Américain pour me dire que le Cameroun est un pays pauvre. Hein? Aujourd'hui, même quand je leur dis, écoutez, je dis par un Américain, 50%, ça fait beaucoup pour les partenaires internationaux. Non, Kama African,
ça ne fait pas beaucoup pour les partenaires internationaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on signe un pacte d'actionnaires. Bon, ce que je n'ai pas dit, je réponds à la question du CAM africain. Bon, CAM africain dit 50%, ça fait beaucoup pour les partenaires internationaux. Non, parce que ici, là, c'est les bailleurs de fonds. C'est ce qu'on appelle les private equity. Généralement, ils entrent dans le capital et ils se retirent juste après. Ils ne restent pas éternellement. Il est possible que l'État du Cameroun signe ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires. Et le pacte d'actionnaires dit ceci. Les bailleurs de fonds, au moment où ils vont se retirer, parce qu'ils accompagnent financièrement le projet, ils vont céder 9% aux partenaires internationaux ici, qui va leur permettre de monter à 39%, et ils vont céder 11% du Cameroun ici. Donc avec ça, l'État du Cameroun aura 51%, les partenaires internationaux auront 49%. Hein? Voilà, comme je dis, attends. Ouais, c'est qu'ici, là, ils cèdent 11% à l'État du Cameroun et les privés camerounais qui ont déjà même 50%. Ils peuvent les céder 10% pour qu'ils montent à 60% et ils cèdent 10% aux partenaires étrangers pour qu'ils arrivent à 40%. Ils peuvent même céder 5% aux Camerounais pour qu'ils aient à 55% et ils cèdent 15% aux partenaires étrangers pour qu'ils soient à 45%. Je ne sais pas si j'ai une légère coupure. Je le dis encore. Ici, il peut y avoir un pacte d'actionnaires sur les bailleurs de fonds là. Les bailleurs de fonds vont céder 5% à la partie camerounaise pour qu'elle ait 55% et 15% aux bailleurs de fonds aux privés étrangers pour qu'ils aient 45%. Voilà. Donc, c'est... bon, je n'ai pas voulu entrer là-dedans, les procédures de verrouillage, etc., etc., etc. Voilà. Donc, CAM africain, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Étienne Noumi dit c'est la méchanceté gratuite. Mon cher frère, tu sais, si tu commences à réfléchir sur les affaires du Cameroun, tu fais un AVC. Hein. Au reforme qu'on demande privé camerounais peut être même les tontines Bamileke. Oui, parce que l'appel à l'épargne, le capital social est ouvert par appel à l'épargne publique. Donc, généralement, on met ça dans une banque, on met le montant des actions. Et en plus, il y a une deuxième manière de faire ça. L'État peut lancer le projet jusqu'à ce que le projet soit économiquement viable. Et à un moment, par exemple, même l'État ou les partenaires étrangers que j'ai dit là peuvent se retirer. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon, voilà, les 20% détenus par les bailleurs de fonds, au moment de se retirer, les bailleurs de fonds donnent 10% aux investisseurs étrangers, 10% ils les placent à la bourse où seulement les Camerounais peuvent acheter. En ce moment, les Camerounais entrent dans le capital parce que quand un projet comme ça démarre, la rentabilité, il faut attendre peut-être 5 ans. Or, généralement, la tontine Bamileke ne peut pas investir pour un truc et attendre 5 ans pour avoir les premiers profits. Voilà. Voilà. Donc, la tontine, mettez les cœurs. La tontine Bamileke ne peut pas investir dans un projet comme ça, attendre 5 ans pour avoir les premiers profits. Donc, il faut que ce soit l'État qui investisse. Mais en revanche, les bailleurs de fonds, qui sont les private equity, comme on dit, au moment où ils se retirent, les bailleurs de fonds peuvent décider de vendre leur participation de 10% sur la bourse, à la bourse de valeur mobilière. Et en ce moment, les gens achètent. Donc, la tontine Bamileke peut aller acheter à la bourse de valeur mobilière et 10 autres pourcents peut aller. Je ne veux pas blesser mes frères Bamileke parce que on fera un live aussi pour parler de nous. Oui, intéressant, Stéphane Diboti-Lobé, qui dit en parlant de l'apport en nature des Sawa, on apporte le port de Douala, non, Franck Diaga. Qu'est-ce que l'État en a fait? Non, Stéphane Diboti-Lobé, s'il te plaît, franchement. Toi, tu n'es pas à ce niveau-là. Stéphane Diboti-Lobé, ta question, la réponse est ici, là. Hein. Voici la réponse à ta question. Donc, tu dis à Franck Diaga, j'allais embrayer dessus. Parce que là, mettez les cœurs, pardon. Là, les gens sont vraiment méchants, ils nous signalent le live. Stéphane Diboti-Lobé, la réponse à ta question est ici, là. Je vais parler de ça. Le fait est que, une fois que le projet arrive à maturité et dégage de l'argent, comme j'ai dit, les autochtones Sawa peuvent procéder au nantissement d'une partie de leur part dans le capital social et lever des fonds maintenant auprès des bailleurs de fonds. Et avec ces fonds, ils vont créer une société civile immobilière. C'est ici, là. Hein, ça va s'appeler Sawa Holding. Ils vont créer une société qui va s'appeler Sawa Holding. Et Sawa Holding aura une fondation, une société civile immobilière
Voilà les participations initiales de 30 ou 40% que les SAWA ont ici, là. Les participations initiales. Les SAWA maintenant ont créé une société qui s'appelle Société de promotion immobilière, SAWA, ici. Et maintenant, Société, Fondation pour investissement au capital SAWA. Stéphane Dibotilo, tu sais comment marche une fondation. Et la fondation maintenant, qui est le bras armé, le levier financier des populations, SAWA, c'est elle qui gère le cash, les actifs financiers, les actifs réels. La population, la fondation maintenant, dans sa stratégie d'investissement, va dire voilà, quand on fait la concession du port autonome de Douala, c'est pour ça que je dis que c'est des décisions politiques. C'est pour ça que ce projet est destiné à Maurice Kamto. Parce que quand on fait la concession du port de Douala, les SAWA doivent avoir au moins 10 à 15% dans la concession du port de Douala. Que ce soit les portiques à conteneurs, que ce soit la CONAG, c'est sur la terre. Ce qui est valable à Douala est valable pour Kribi. Hein? Je ne dis pas que c'est valable pour Kribi. C'est valable demain pour Tico, c'est valable pour ailleurs. C'est un modèle inclusif. C'est comme ça que ça se fait aux États-Unis, c'est comme ça que ça se fait en Chine, c'est comme ça que ça se fait à Singapour, c'est comme ça que ça se fait à Shanghai, ou en France, partout dans le monde. Sauf chez nous, évidemment. Prendre des participations, ce n'est pas dire qu'on leur donne des actions. Ils investissent leur argent. Ils investissent leur argent. Leur fondation a de l'argent. Si vous ne mettez pas les cœurs, mais putain, vous allez me pousser à dire des gros mots dans un live comme ça, alors que c'est un live je ne devais pas dire ça. Parce qu'à chaque fois, ça coupe et ça me fait perdre le fil des idées. Mettez les cœurs pendant que moi je parle, parce que sinon, il y a des gens qui n'arrêtent pas d'aller sur mon compte en haut, là. Ils ne signalent pas en envoyant les têtes de mort. Ils signalent directement sur le compte. Vous avez vu que la première phase du live s'est coupée. Donc oui, je réponds à Stéphane Diboti-Lobé en disant que j'ai perdu un peu le fil des idées. Ouais, en disant que, à propos du port de Douala, pas seulement le port de Douala, il y a d'autres activités qui ont lieu dans la ville de Douala, qui ont lieu dans des endroits essentiellement stratégiques. Par exemple, la gare de Bessenga à Douala. La gare de Bessenga à Douala peut être une société, la société de patrimoine, la gare de Bessenga à Douala. Les SAWA peuvent avoir un tiers du capital social. Le port de Douala, les SAWA peuvent avoir un tiers du portique à conteneurs. Même le port autonome de Douala, à partir du moment où c'est une société privée régie par l'OADA et que c'est sur le territoire des SAWA, on a quand même pris le domaine qui appartenait aux SAWA historiquement. Les SAWA peuvent avoir un tiers du capital social et être au conseil d'administration du port autonome de Douala. C'est le cas à Marseille, c'est le cas au Havre en France. Être au conseil d'administration, pas qu'on nomme quelqu'un pour les faire plaisir, on dit oh, on a nommé Dayas, allez danser. Non. Ils sont au capital, ils ont leur fondation. Leur fondation dit le capital social du port de Douala, c'est combien? 30 milliards. Nous mettons 10 milliards sur la table. Nous avons un tiers des participations. Nous sommes au conseil d'administration. Et nous sommes regardants, nous avons nos enfants qui sont experts comptables, qui sont experts financiers dans le monde. Nous les recrutons pour qu'ils surveillent la gestion du port autonome de Douala. Dans un État qui se veut sérieux, ça marche comme ça. Le terminal à conteneur du port de Douala, ils sont dedans. C'est Côte-Co qui veut faire le machin, les trucs. Ils sont dans le capital. Ils investissent. Ils sont dans le capital. Ils ont leur fondation. Hein? Ils ont leur fondation. Mais il y a un ensemble de décisions qui doivent être prises par les politiques. Malheureusement, les politiques ne prennent pas de décisions. Basile Fabo dit, voilà, je lis un peu les réactions. Merci mon frère, mais pour bâtir un tel projet, il faut un changement de régime. J'ai peur rien que ne soit possible avec ce gouvernement. Et même si ça change, il faut du temps pour changer les mentalités. Oui, il faut un changement de régime, Basile Fabo, on est d'accord. Mais je peux te dire une chose, pour qui connaît l'intégrité morale du président Maurice Kamto, pour qui connaît son attachement à notre pays, pour qui connaît des gens comme Pene Kokawara, des gens qui ont fait 40 ans de travail au Cameroun. Et on a envoyé tous les services de sécurité de l'État aller fouiller tous les papiers là où ils sont passés, on n'a rien trouvé. Ça veut dire que c'est des gens à qui on peut faire confiance, ils ont une intégrité. Les gens qui entourent Paul Biya, donne-moi 1 heure de temps pour que je fouille seulement. Tu vas voir le nombre de casseroles que je vais trouver. On n'a même pas besoin de se verser dans la presse.
Non, c'est des gens intègres en qui tu peux faire confiance. Que demandent les investisseurs? Les investisseurs demandent de venir s'asseoir et travailler avec des gens qui ne vont pas leur proposer. Il y a des choses que je n'ai pas dit dans un live comme ça. Mais dites-vous bien que nous avons des gens ici aux États-Unis qui se déplacent en Afrique et disent, bon voilà, nous sommes arrivés, nous voulons faire ceci. Quand ils vous montrent ce qu'on leur a demandé de signer là-bas, vous vous demandez si l'Afrique est même dirigée par des gens normaux. Et tu te dis, donne-moi 30% de ce que tu vas investir. En plus, tu me donnes 30% des participations. L'Américain lui dit, mais 30 plus 30, ça fait 60. Donc, je te donne 60%. Vous êtes sûr qu'avec quelqu'un comme le président Kamto, ce ne sera pas le cas. Parce que c'est quelqu'un qui veut voir le pays avancer. Klashkov m'a dit, bonsoir combattant. C'est exactement comment ça le plan d'urbanisation en Europe, dans certaines villes. Voilà la force de la diaspora, je te soutiens. Merci, cher frère. Merci, merci, merci. Et Jeune Gondi, c'est un projet du Brain Trust MRC. On sait comment le gouvernement marche. Claire, Clovis Songan, bravo, merci. Alain Sor, Alain Sor a dit quoi? Alain Sor dit, c'est ainsi qu'on éduque un peuple. Mes frères Betty viendront vous dire jamais Bamileko au pouvoir. Hélas, moi je pense qu'ils sont manipulés. Et que ce n'est même pas mes frères Betty, parce que c'est l'élite. Bonjour Jimmy Algerino, star du PSG. Il y a beaucoup de possibilités sur le Cameroun. Il faut que les mentalités changent. Exactement. Superbe illustration des bonnes affaires au Sawa, Nouveau Cameroun. Un beau concept. Merci, Paul Quater et Tesson. Vous n'avez pas répondu à mon questionnement, s'il vous plaît. Miu Lâche, quel est ton questionnement? S'il te plaît, donne-moi ton questionnement, je vais répondre. Je me ferai un plaisir de répondre. Miu Lâche, reprends ta question. Je n'ai pas vu. Ça a dû passer rapidement. Le taux de participation au SAWA serait une bonne prime d'encouragement à l'entrepreneuriat. Voilà une façon de valoriser, intelligente de valoriser les premiers occupants que de les tromper avec les métiers suicidaires comme la moto. Exact, comme je l'ai dit dans le live que j'avais fait dans le mercredi qui suivait la vomissure de Elie Aubert sur le plateau de Dipita Tongo, j'avais expliqué que le président Kamto, avec qui moi j'ai travaillé avant son arrestation, avait déjà cette préoccupation qui est qu'est-ce qu'on fait pour proposer quelque chose de crédible aux populations autochtones. Donc, il avait dit article 1, commencez d'abord à aller regarder ce qui s'est fait ailleurs. Donc, on a regardé ce qui s'est fait en France, à Paris, on a regardé ce qui s'est fait à Singapour, on a regardé ce qui s'est fait à Shanghai, on a regardé ce qui s'est fait à New York, Chicago, etc. Toutes ces grandes villes où il y avait des populations autochtones, mais on a rasé les villages pour construire des buildings. Alors, comment est-ce qu'on a négocié entre les populations autochtones et les promotions immobilières, etc. Pourquoi ces populations ne grognent pas, ne marchent pas, ne sortent pas les pancartes, ne grognent pas sur les plateaux de télévision? Où sont-elles? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elles puissent être à l'aise et ne se plaignent pas? Parce qu'on ne les a pas tuées. Donc, nous sommes allés regarder et nous avons découvert que, en fait, on avait proposé des modèles qui permettaient à ces populations d'être elles-mêmes partenaires des investissements qui vont se faire sur leur terre et d'en retirer les dividendes pour pouvoir augmenter le leverage financier, économique, politique, social et tout ce que tu veux. C'est ce que nous avons fait. Nous avons essayé de faire une synthèse et d'essayer d'adapter ça. Et même là, je dis que ça, ce n'est que le stade de la réflexion, parce qu'après, quand le président lit, il va certainement dire, voilà, je veux qu'on reprenne ceci, je veux qu'on reprenne cela. Et quand on va arriver à un niveau où c'est à peu près propre, il va échanger sûrement avec les chefs Sawa, les élites Sawa, il y aura des amendements. Bon, ça, il y a les gens qui peuvent aller faire ça pour lui, comme les Michel, donc et d'autres personnes. Et après, maintenant, on ramène une copie qui est à peu près propre. Et quand on a une copie qui est propre maintenant, ça devient un projet. Voilà. Donc, rien ne nous empêche d'ouvrir la réflexion. Rien ne nous empêche d'ouvrir la réflexion. Voilà. Parce que dire que les Sawa vont faire la moto, franchement, alors qu'ils ont un avantage compétitif que personne d'autre n'a, c'est vrai. Mon frère, c'est très enrichissant. On dirait un cours d'économie. Oh, merci, Fomen de Noël. Très intéressant. Merci, Oscar Aye. Je suis intéressé parce que dit Fabavi Fabo. Mon frère, pourquoi ne pas démarrer par des projets d'industrialisation sérieuses pour d'abord relancer le tissu économique et agir fortement sur nos recettes de devises?
Sawa Beach ne nous permet pas d'exporter. Basile Fabo, je te réponds. Tu as posé une très bonne question. Tu as posé une très bonne question, Basile Fabo. Mettez les cœurs, je vais relire la question de Basile Fabo. Basile Fabo dit, mon frère, pourquoi ne pas démarrer par les projets d'industrialisation sérieux pour d'abord relancer le tissu économique dont tu as voulu dire le tissu industriel et agir fortement sur nos recettes en devises. Voilà. Et tu as dit, ce projet, ça ne nous permet pas d'exporter. Basile Fabo, en économie, les dépenses effectuées, je répète, parce qu'il y a des gens qui signalent et ça coupe constamment. En économie, Basile Fabo, les dépenses effectuées par un non-résident dans un pays sont considérées comme de l'exportation, sont comptabilisées comme de l'exportation. Je le dis à Basile Fabo, quand toi, Basile Fabo, qui réside en France, tu vas en vacances au Cameroun, ou quand moi, qui réside aux États-Unis à Chicago, je vais en vacances au Cameroun, si je dépense 10 000 $, les 10 000 $, c'est considéré comme de l'importation, de l'exportation. Nous devons sortir de ce qu'on nous a enseigné à l'école coloniale française qui dit que oui, exporter, ça veut dire cultiver le cacao, le café. Ça, c'est un mensonge. On a menti nos parents, quoi. Que exporter, ça veut dire cultiver le cacao. Les gens vont au champ avec le tchapia, ils coupent, ils taillent le cacao, ils taillent le café, blablabla, ils sèchent et ils exportent. Ce n'est pas ça. Un touriste qui arrive au Cameroun, et je peux te rassurer que ce projet rapporte plus de devises. Il faut 1 an à un planteur camerounais pour produire, disons, 10 tonnes de cacao. Quand on lui achète le kilo, quand le Cameroun exporte le kilo à 800 francs, la tonne est à combien? À 800 000. 10 tonnes, ça fait 8 millions. Basile Fabo, 8 millions, 1 an de travail, 8 millions. Basile Fabo, quand on remplit un avion de 200 places pour venir au Cameroun, il faut combien de temps pour remplir l'avion? Disons 1 semaine. Les 200 personnes qui remplissent l'avion, là, ils dépensent combien sur le territoire camerounais? Si chacun d'eux dépense 1 million pendant son séjour au Cameroun, il dépense combien? 200 millions qu'ils injectent dans l'économie. 200 millions, ça ne te dit pas quelque chose? J'ai dit tout à l'heure qu'un planteur, c'était 8 millions de francs pour 1 an de travail. Divise toi-même 200 millions par 8. Par 4, ça fait 50 millions. Par 2, ça fait 25 millions. Ça veut dire que le tourisme nous rapporte en 1 semaine 25 fois ce qu'un planteur produirait en 1 an. Cher frère, vas-y, pas voir les calculs de base. Le tourisme nous rapporte en 1 semaine 20 fois. Et en plus, n'oublie pas mon tableau ici. J'ai dit qu'il y a l'hôtellerie haut de gamme, de luxe. Ce n'est pas l'auberge, hein? C'est l'hôtellerie 4-5 étoiles. Le minimum, c'est 4 étoiles. Le maximum, c'est 5 étoiles. Cher frère, va un peu sur Internet. Tu regardes combien coûte une chambre dans un hôtel 5 étoiles. Une chambre dans un hôtel 5 étoiles. Une chambre dans un hôtel 5 étoiles, c'est 400 à 500 000. Une chambre dans un hôtel 4 étoiles, c'est 100 à 150, 200 000 francs. Ça veut dire qu'une nuitée dans un hôtel 5 étoiles, c'est 600 kg de cacao. C'est 1 tonne de café. 2 tonnes de café même, je crois. Une nuitée. Ce que j'ai énoncé là, c'est des services à très haute valeur ajoutée. La navigation de plaisance. Tape un peu sur Internet pour voir combien on loue un bateau de plaisance. Combien on paye un séjour en croisière. Combien on paye les festivals culturels. La restauration haut de gamme là. Etc. etc. Ça, c'est un projet qui nous rapporte 150 à 2 fois ce que nous ont rapporté le pauvre cacao, le café. Et en plus, ici, là, les planteurs, nos planteurs se prennent des produits phytosanitaires cancérigènes, comme le glyphosate, et meurent au village, on dit c'est la sorcellerie, alors que ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce qu'ils se prennent des produits cancérigènes. Mais ici, là, ce n'est pas le cas. Ça crée des emplois modernes.
Combien de personnes encore dans notre société aujourd'hui veulent aller travailler au village pour cultiver le cacao dans les conditions de nos grands-parents? Alors qu'ici, ça crée des emplois pour notre jeunesse, dans l'hôtellerie, dans la navigation marchande, dans les salles de jeu, dans le tourisme et les festivals, dans la restauration, tous les enfants qui sortent du CFO hôtellerie, dans la promotion immobilière, dans les centres de remise en forme, etc., 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 etc. Donc, il y a la création de richesses là. Le projet Sawa Beach crée plus. Voilà. Et quand tu parles d'industrie, industrie aujourd'hui ne veut pas seulement dire manufacture. Cher frère Basile Fabo, dans la nomenclature économique de l'INSEE, tu es en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'hôtellerie, c'est l'industrie. On dit hospitality industry. La restauration, c'est l'industrie. McDonald's, c'est un industriel. Il prend les pommes et il les transforme pour faire des frites, des femmes, des french fries. Il prend la viande, la farine, il fait des hamburgers. De la même manière chez nous, l'industrie, ça subit une transformation. Je rappelle, Basile Fabo, que quand dans la comptabilité, là, je parle de la comptabilité, là je fais un petit en comptabilité. Quand tu achètes de la viande, du lait, de la farine, du sucre, en comptabilité, quand tu achètes la viande, la farine, du lait, du sucre, tu ne payes pas la TVA. Mais en revanche, quand tu utilises cette viande-là, tu confectionnes un plat de nourriture, tu le sers dans un restaurant, tu payes la TVA. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu utilises ces ingrédients-là comme matière première pour confectionner un service que tu vends. Donc, ça subit une transformation. Donc, tu payes la TVA. Donc, c'est une industrie. L'industrie financière, le change, le négoce international, le supply chain, tout ce qui va avec. Et j'ai dit que ici, là, j'ai mis la liste parce qu'il y a plus de 80 services qu'on peut exercer là. Et chaque service remporte l'argent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de mon frère Basile Fabo. Il a mon numéro de téléphone. S'il veut, après, il m'appelle. On pourra un complément d'information. Sylvain Ekoum, c'est une bonne idée d'activer officiellement une économie communautaire. Oui, ce n'est pas une économie tribale, hein. C'est de permettre aux communautés de bénéficier de l'avantage compétitif que leur offre leur terre. Mais là, le projet est mené par des investisseurs professionnels. Mais les communautés sont actionnaires dans le projet. Et parce qu'elles sont actionnaires dans le projet, ça va leur donner un autre leverage pour faire autre chose. C'est ce que je vais expliquer juste après. Voilà. Oscar, allez, je te soutiens, mon chef, mon très cher frère. Le Cameroun a des grandes ressources à tous les niveaux. Nous avons le potentiel, c'est clair, cher frère. Et Jeune Gondi, il y a des Africains qui pensent toujours à la plantation économique. Yeah, that's right, Jeune Gondi. Yes, they always believe that being a worker means working in a farm. But the world has changed. So it's very funny. But, you know, this is just a workshop and we have to leave everybody, you know. Voilà. Oui, je vois comment les touristes dépensent ici. Voilà, Clara Tangmo. Bien dit, papa, merci. Bonjour, Autant Badian. Bonjour, Denis Tokam. Tu as raison, convaincu, j'achète. Le cacao produit une fois l'an avec trop de souffrance. Exact. Exact. Bon, je finis rapidement mon live. Donc, comme j'ai dit, une fois qu'on a ça, Sawa Holding, voilà. Les Sawa, par exemple, créent une société qui s'appelle Sawa. Je parlais toujours de holding en cascade. Les Sawa créent une société qui s'appelle Sawa Holding. Ici. Ici. Et la société Sawa Holding, d'abord, de ce côté-ci, elle possède 40% des parts, ou d'abord au départ 30%. Et en plus, quand les bailleurs de fonds se retirent, elle prend 40% des parts dans le projet Sawa Beach. Ici, là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis là. C'est un holding ici, qui est une société financière qui contrôle les 40% ici de Sawa Beach dans le projet qui aura lieu sur les îles. Ensuite, puisque j'ai dit que les Sawa doivent se réapproprier la construction sur le plateau Jos, sur dans les quartiers comme Aqua, Daedo, qui sont fortement urbanisés, dont les terres ont pris de la valeur. C'est ici, là.
société de promotion immobilière Sawa, qui détient 100% du capital ici. Donc, Sawa Holding détient contrôle 100% du capital ici. Et que va faire donc Sawa Holding? C'est important. Il faudrait que vous regardiez bien. De toute façon, les tableaux sont sur mon mur. Voilà. Sawa Holding ici, là. Voilà. Va donc investir dans une entreprise. Là, vous avez les entreprises. Vous avez les entreprises. Elle va investir là, dans ces entreprises. Donc, société d'investissement de promotion immobilière. Ça veut dire que les SAWA en ce moment, comme j'ai dit, ils font un nantissement de leur part, de leur 40%, pas pour les 40%, hein, 20% par exemple. 20%. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle le business valuation. Bon, je ne vais pas expliquer tout ici, là, sinon ça va vous saouler. On fait ce qu'on appelle le business valuation. Ça veut dire qu'on laisse le projet, par exemple, ça construit en 2 ans. En 2 ans, déjà, les fondamentaux sont là. Ou les fondamentaux sont là. Et après, ça construit toujours. Même pendant 100 ans, ça va construire. Même quand ça vieillit, on casse, on reconstruit encore. Dans ce genre de projet. Bon. Une fois qu'ils ont commencé à faire ça, on attend, on laisse passer peut-être 4 ans. Généralement, c'est 5 ans. Et on réévalue le projet. On réévalue le projet sur la base de beaucoup de paramètres. Je ne vais pas entrer ici. On fait du business valuation, on réévalue le projet. Généralement, si le fonds de commerce a augmenté de 20% par an, ça peut faire peut-être 100% en 5 ans, après le démarrage. Quand on a évalué le projet, maintenant, on dit voilà, le fonds a doublé. Si le capital social était de 100 milliards, non, le projet initialement, à son départ, après les investissements, a été évalué à $1 milliard. Si le fonds a doublé, il est à 1000 milliards. S'il est à 1000 milliards, s'il est à 1000 milliards, que vous détenez 30%, donc vous avez 300. En gros, vos parts valent 300 milliards. Les 300 milliards, vous levez 100 milliards dans une banque internationale. Contre le nantissement, bon, ça encore, c'est des montages. En série A, en série B, en machin. Contre un nantissement d'une quotité de votre participation au capital. Et avec ces 100 milliards, maintenant, vous les mettez dans cette société-ci. Société de promotion immobilière, ici. Nantissement de la moitié, là, vous mettez dans la société de promotion immobilière. Et la société de promotion immobilière, maintenant, elle ici, là, elle commence à investir dans une carrière de projet. Une carrière de projet, si vous regardez ici, j'ai dit quoi? Si Activa, pourquoi j'ai mis les compagnies d'assurance? J'ai mis les compagnies d'assurance parce que les compagnies d'assurance sont amenées à constituer ce qu'on appelle les réserves techniques. Les réserves techniques des compagnies d'assurance. Donc, puisque les compagnies d'assurance doivent constituer des réserves techniques, réserve technique, ça veut dire qu'elles construisent des bâtiments. La CNPS construit des immeubles. Activa construit des immeubles. Pour placer une partie de leur argent, elles sont amenées à construire des bâtiments. Donc, quand elles construisent l'immobilier, la version qu'on pratique aujourd'hui au Cameroun, où une entreprise construit à 100% propriétaire d'un immeuble, c'est une version à l'ancienne. Ça n'existe plus, même aux États-Unis. C'est de la copropriété. Parce que vous dites bien, quand vous voyez des immeubles de 120 niveaux aux États-Unis, personne ne peut sortir l'argent pour construire 120 niveaux. Même une banque ne peut pas vous emprunter pour construire 120 niveaux. 120 niveaux, il peut y avoir 6 sociétés qui ont chacun 20, 20, 20, 20, et elles créent un fonds. Elles créent une société civile immobilière. Donc, j'ai dit donc que dans ce cas, les SAWA qui auront déjà de leverage, de l'argent en main, peuvent maintenant créer des sociétés, investir avec Activa, investir avec la SAR, investir, etc., etc., etc. Partenariat avec des hommes d'affaires, etc. Je ne sais pas moi, les familles Kadi, etc., etc., etc. Investir maintenant dans les projets immobiliers en disant, bon voilà, nous sur le plateau Jos, nous où il y a Méridien par exemple, ça ne nous plaît plus de voir ce qui est là. Nous voulons raser ça et qu'on édifie là un immeuble de 40 niveaux par exemple. Par exemple. L'immeuble de 40 niveaux, oui. Ouais. Immeuble, mettez les cœurs. Oh là là. Qu'est-ce qui vous prend? Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Sylvain Ekoum dit, tonton, je te vois aussi, tu aimes aussi les puissants directs instructifs. Ah,
Ok. Ben, mettez les cœurs. Bon, voilà. Donc, à partir de ce moment, les SAWA, avec leur société de promotion immobilière, peuvent investir avec les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que dit à Activa, bon, tu veux investir une partie de ton immobilier, oui. Nous voulons faire un immeuble ici là, de 30 niveaux, de 40 niveaux qui va coûter 20 milliards de francs, oui. Nous mettons 50%, ça veut dire 5 milliards. Vous mettez 50%, ça veut dire 5 milliards. Et nous empruntons 20 milliards de francs à la Copaco et nous élevons un immeuble de 20 niveaux. Dans l'immeuble de 20 niveaux, pour tes activités, toi, Activa, tu utilises 40 niveaux, tu utilises 10 niveaux et les 30 autres niveaux sont en location. Et les gens qui louent, donc, payent maintenant payent de l'argent à la société civile immobilière et nous partageons les revenus. À part égard, nous remboursons les prêts. Il y a une quote-part qui rembourse les prêts et nous partageons les revenus. Tout ça est géré par des cabinets d'avocats, de notaires, des agences immobilières, etc. Bref, il y a une société civile immobilière avec un staff qui est en place pour gérer ça. Non, ils partnership. Ils réinvestissent là, tout en ayant leur participation ainsi qui continue à produire les dividendes pour rembourser l'argent qu'ils ont emprunté aux banques internationales. Ici, là, ils sont déjà en train d'investir dans les projets immobiliers. Avec ça, ils peuvent racheter les terrains. Peut-être on dit, oh, le terrain de Sopo Priso a été acheté par telle personne. Ils viennent voir la personne. Ils disent, bon, mon ami, vraiment, là où tu es là, c'est un terrain chargé d'émotions. C'est un terrain chargé d'histoire pour nous. Ça appartient à Paul Sopo Priso, qui était un tel, un tel, un tel. Il n'est pas question de t'exproprier. Et c'est là où j'ai une divergence avec Stéphane Diboti-Lobert, qui a dit l'autre jour, oh, il faudrait exproprier les halogènes pour remettre le terrain aux autochtones. Ce n'est pas possible. Il a acheté. À la rigueur, le jour où vous avez un fonds comme ça, le fonds peut dire, bon, vous avez acheté cet immeuble à combien? 300 millions. Nous vous donnons un demi-milliard, 500 millions, et vous déguerpissez, et nous, on casse ça, on reconstruit, on consolide les terrains, et on construit quelque chose de grand dessus, en partenariat avec des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement étrangers, etc. Pour des investisseurs étrangers. On va faire du 50 niveaux ici, on va faire du 20 niveaux ici. Ouais. Voilà. Nous allons réacquérir 10 hectares à Bonapriso au prix de temps. Et sur les 10 hectares, nous allons construire des logements d'habitation au standing de 12 niveaux avec ascenseur, tel standing, etc., à vendre ou à louer. Et vous commencez à investir là. Tout est là-dedans. Hein? SCI Sawa Residence. SCI Sawa à quoi? Pour les centres commerciaux. SCI Sawa pour les résidences, Bonapriso. SCI Sawa pour les centres commerciaux. SCI Sawa pour un truc comme l'immeuble Soka, racheter et recasser. SCI Sawa avec la SA, etc., etc. Ils créent plein de sociétés civiles immobilières et ils commencent à se réapproprier l'espace que les gens achetaient à leurs parents. On est venu tromper leurs parents. C'est quand même très facile de venir tromper une grand-mère qui n'a plus rien, ou bien son mari est décédé, l'enfant veut voyager en Europe, on lui fait signer des faux papiers, on arrache le terrain. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais maintenant, quand ils ont une fondation comme ça, la fondation peut racheter ces espaces-là et les réaménager et faire quelque chose de beau. Quel est le politique qui sera opposé à ça? Aucun. Ensuite, comme j'ai dit ici, ils ont leur fondation maintenant. Fondation, voilà, Sawa ici, là. Fondation Sawa ici, là. Et la fondation fait 50% dans le social, 50% dans l'investissement. Comme j'ai dit, voilà, c'est là, hein, vous pouvez voir, Sawa Investment Fund, voilà, la tranche sociale ici, là. Sawa Investment Fund ici, c'est une entreprise qui investit en prenant des participations dans le port de Douala, dans les grosses sociétés qui sont installées sur leur territoire, MTN, SA Assurance, Afriland, blablabla, Vettel, Société Générale, tout ça là, ils entrent dans le capital, ils ont du cash qui arrive d'ici là, ils investissent ici là et ils touchent les dividendes. Ils investissent une partie dans les obligations, la dette de l'État, ils investissent une partie dans l'immobilier ici là, etc., 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 dans l'immobilier ici là, etc. Voilà. Et maintenant, une autre partie, 50%, parce que les bénéfices à 50% sont taxés à 100%. Pour que ce ne soit pas taxé à 100%, la fondation investit ça maintenant dans une série d'activités caritatives. Ça peut être, comme j'ai mis là, le soutien au Ngondo, ça peut être la mémoire, ça peut être la culture, ça peut être, etc., 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 etc. Tous ces tableaux-là sont sur mon mur. Vous pouvez les consulter. Voilà.
Ça, c'est la première phase qui consistait simplement à présenter le projet. La prochaine fois, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons démontrer, on a expliqué hein, en quoi le projet de construction. Maintenant, nous allons démontrer ce que devrait être la société d'investissement de Sawa, celle-ci, société de promotion immobilière. On va démontrer comment est-ce qu'on lève les fonds ici pour alimenter la société de promotion immobilière et quel type d'investissement la société de promotion immobilière peut faire ici pour permettre au Sawa de se réapproprier l'espace public. Et vendredi, on fera ceci là. Ça veut dire on va parler de la fondation. Comment les Sawa peuvent créer une fondation. Comment ça se fait une fondation. Et comment la fondation va investir leur argent ici et assurer le développement social ici là. Voilà, voilà. Donc, on va parler de ça. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas sorcier. Le MS, le président Maurice Kamto, ce n'est pas un parti tribal. C'est un parti où c'est un... Moi, je vous dis, je suis sympathisant du MSC. Je ne suis pas militant. Je suis sympathisant. Mais comme je dis, pour ce Kamto a conçu son parti politique comme une plateforme ouverte où chaque Camerounais qui a envie de voir les choses bouger dans notre pays peut venir apporter sa petite contribution, mettre sa bouteille d'eau comme ça pour que le pays bouge, avance. Donc, dans ce sens, nous, on travaille pour que les choses avancent. Voilà, et sur des choses concrètes. Et je vais présenter le projet. Et les gens comme Elie Milobin, eux aussi viennent nous présenter ce qu'ils ont à proposer au peuple Sawa. Parce que dire au peuple Sawa que non, attendez, il faut qu'on modifie la loi pour que vous ayez les conseillers municipaux. Non. Mes chers frères Sawa, qu'on ne vienne pas vous mentir. Vous n'êtes pas les moins chers. Permettez que je m'énerve un peu. L'essence, ce n'est pas les moins chers du Cameroun. Un soulard se lève, vient vous dire, oh non, il faut qu'on donne 50% des postes. Et quoi? Et ça va changer quoi? Le gars qui est conseiller municipal aura le macaron sur sa voiture, il aura son salaire, ses marchés à la commune. Et les populations qui vivent à Deido, à Akwa et tout ça, ils auront quoi derrière? Voilà un projet. Ce que vous devez demander au gouvernement, c'est là. Le jour où Maurice Kamto vient à Douala faire campagne, demandez-lui ça. Voilà ce que vous devez demander. Demandez quand vous sortez un projet comme ça. Pendant 500 ans, vos populations, vos enfants seront à l'aise. Vous aurez les moyens. Quand vous allez passer en ville, les immeubles, là, il n'y aura pas un immeuble dans la ville qui ne soit pas pour vous aussi. Voilà ce que vous devez demander. Voilà comment on demande les choses. Et pas dire on veut les postes. Postes de quoi? Moins les combien ministres, ça vous rapporte quoi? Avant moins les combien, il y a eu d'autres. Ça vous a rapporté quoi? Voilà ça. Voilà ça. Et je le dis encore, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur mon mur. Je suis disposé à répondre. Voici la partie investissement, voici la partie fondation. Nous allons travailler d'abord sur cette partie-ci. Demain, nous allons expliquer ça. Et vendredi, nous allons travailler sur cette partie-ci. C'est pour ça que ici, là, j'ai bien coupé en deux. Nous allons travailler sur ça, la partie-ci, demain. Et après-demain, nous allons travailler sur la partie-ci. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux tableaux sont sur mon mur. Je les mets un peu là, je les rapproche un peu pour que les gens puissent voir. Voilà. 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 Donc, les deux tableaux sont sur mon mur. Vous pouvez les regarder. Vous pouvez poser le maximum de questions que vous voulez. Je réponds à la question de conseiller clientèle. Bonjour, il faut trouver le moyen de porter les visionnaires aux élections locales partout où le besoin stratégique existe. Rungis, Chicago Board Exchange sont à copier. Que ce soit à Puma, Bafoussam, Tico, il faut aller vite. Car le Rwanda rafle les marchés à nos frontières. Nous avons besoin de grandes plateformes de trading, produits locaux en gros, ponts aériens pour exporter les denrées vers le Nigeria, Éthiopie, autant de choses. Tu as raison, cher frère. Et c'est de ça que nous parlons. Et c'est pour ça que tous les jours, nous, quand on rentre du travail, on pourrait dormir. Mais on s'assoit, on travaille parfois 4-6 heures sur des projets qu'on adresse à notre président Maurice Kamto. Je le dis encore, on m'a demandé, ouais, il faut militer J'ai dit non, je suis fatigué parce qu'on a beaucoup donné quand on était plus jeune.
Et malheureusement, nos voix n'ont pas porté parce qu'on n'avait pas quelqu'un qui allait relayer cette voix-là. Donc, on a parlé pour parler, quoi. Et on a la chance que quelqu'un comme Maurice Kamto arrive, il reprend le combat là où il était et voilà, il essaie de vocaliser ces voix-là. C'est une bonne chose. Donc, voilà. C'est pour ça que nous, on sort aussi pour porter notre voix dans l'affaire. Donc, les projets comme ça, ce n'est pas le premier. Hein. Après, il y aura aussi pour d'autres zones du Cameroun. On va parler de ça. Clara Tamo dit, c'est ça vraiment. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Tout à fait. Tout à fait, chère sœur. Le projet de nos frères Sawa, c'est que si nos frères Sawa pensent qu'un homme d'affaires Sawa va s'élever pour réaliser un projet comme ça, ce n'est pas possible. Mais si la communauté se met ensemble pour réaliser un projet comme ça sort de terre très vite. 2 ans, 3 ans, c'est fini, c'est sorti de terre. 5 ans, ça commence, ça sort. Il faut que le projet traverse les 5